Bienvenue dans Agora, votre émission de débat participatif et citoyen. Nous sommes à Ajaccio. Au menu, l'espoir d'un développement économique et social dont l'ADN repose sur le respect de l'environnement. Une mutation que l'on résume sous le nom de croissance verte. Entre signes de surchauffe de la planète et pesanteurs politiques qui ont conduit l'ex-ministre de l'Environnement Nicolas Hulot à la démission, cette voie est-elle réellement praticable ? En Corse, on se rêve territoire modèle. Une ancienne ministre de l'Environnement, Ségolène Royal, avait lancé un dispositif territoire à énergie positive pour la croissance verte, dans lequel de nombreuses collectivités de l'île se sont engouffrées. Mais pour quels résultats concrets ? Croissance verte, mirage ou miracle pour la Corse, c'est maintenant dans Agora. Nous nous retrouvons dans un café de la rue Fèche. Mais avant de rejoindre mes invités, je vais distribuer quelques téléphones portables de façon à ce que vous puissiez filmer nos débats parce que le point de vue du public nous intéresse énormément. Voilà, mes invités, merci d'être là, de nous avoir rejoints. Merci à vous. Merci. Bonjour Sébastien Simone, Bonjour. l'entrepreneur versé dans l'art de faire croître des entreprises innovantes. Vous êtes le cofondateur de Campus Plex, lieu d'hébergement de plusieurs éditeurs de sites internet basés à Ajaccio, et le président du conseil d'administration de Femougui. C'est ça. Michel de Rocazer, l'architecte occupé à concevoir forcément les bâtiments d'aujourd'hui, mais aussi ceux de demain. Et vous travaillez au sein de l'agence Orma Architecture. Vous avez été primé il n'y a pas très longtemps, un très beau prix donné par le ministère de la Culture, l'album des jeunes architectes et paysagistes. Enfin, Antoine Viviani, qui nous vient du Haut-Nez, qui a fait beaucoup de route pour nous rejoindre, producteur, réalisateur de films, mais aussi alors des produits culturels et agricoles, comme il va nous l'expliquer, dans cette nouvelle ferme agriculturelle nommée Providenza. Quel beau nom, n'est-ce pas ? Alors, pour introduire rapidement la problématique qui a à voir avec la croissance verte, eh bien, au sortir de l'été que l'on a tous connu, forcément ça a donné beaucoup de grains à moudre à tous ceux qui nous préviennent que ce dérèglement climatique est en marche. Le principe de croissance verte, il prend peut-être un petit peu plus de relief encore, alors au détour de cet été, avec cette idée de maintenir un niveau de croissance économique dans un contexte d'augmentation de la population mondiale, le tout en protégeant l'environnement. Une alchimie délicate mais qui a directement à voir avec la survie de l'humanité. Je vais vous donner un chiffre avant qu'on se parle. Cette trajectoire de réchauffement climatique se situe déjà, selon les scientifiques, entre 3 et 4 degrés en 2100, bien au-delà des 2 degrés de l'accord de Paris. On sait donc que la vie sur Terre va considérablement se compliquer ces prochaines années. Messieurs, une question générale que je vous pose à vous trois. Cette conscience écologique dont on n'arrête pas de parler, vous paraît-elle avoir réellement évolué ces dernières années, en France et bien sûr, ce qui nous intéresse, en Corse en particulier ? Complètement, j'ai l'impression qu'il y a vraiment un éveil global sur ces questions-là, que le problème est plutôt de savoir comment agir, la plupart du temps. Moi, d'un point de vue personnel, j'ai la chance de pas mal voyager, justement pour faire des films, etc. Et une des raisons qui font qu'on lance ce projet aujourd'hui en Corse, c'est que on a l'impression que la Corse peut répondre à tous ces enjeux d'une manière assez géniale, que ça pourrait être un laboratoire de cette nouvelle modernité, de ces nouveaux modèles à trouver. Et bien souvent, on se rend compte qu'on ne va pas dans ce sens-là. Vous allez nous parler de ce projet parce qu'il est vraiment passionnant. Quelque chose d'intéressant, c'est que vous trois, vous vivez en Corse, mais vous vous déplacez énormément. Alors, vous-même, par exemple, Sébastien Simone, dans tous vos déplacements, cette conscience écologique est-elle réellement en train de prendre racine ? Ouais, je pense qu'il y a en effet une prise de conscience qui est mondiale. Il y a, j'ai l'impression que la période qu'on vit est une période charnière. À la fois, il y a cette prise de conscience, mais il y a aussi un très grand stress dans la population. Pour moi, ça me rappelle un peu ce qui s'est passé au début de la révolution industrielle, où Malthus avait théorisé qu'en fait, il ne pouvait pas avoir plus d'un milliard d'habitants sur Terre, parce qu'il n'avait pas anticipé le progrès technologique dans l'agriculture et l'augmentation des rendements. Et on est un peu dans cette période charnière où il y a des gens qui ont une vision très catastrophiste en disant en fait, il faut faire marche arrière, il faut stopper la croissance. Et le progrès de l'humanité, en fait, l'histoire fait qu'on sait que ce genre de crise est souvent dépassé par des changements de paradigme technologiques. Donc en fait, je pense qu'on est dans cette période charnière qui... Moi, je suis assez optimiste. Je pense que les problèmes écologiques
qu'on rencontre actuellement vont être réglées, notamment les Par la émissions de CO2. technologie, alors notamment. Par la technologie, oui, par un changement de modèle. Ouais. Alors, est-ce que c'est votre avis, vous l'architecte Michel de Rocazer, de quelle manière d'ailleurs peut-être avez-vous intégré cette idée de protection de l'environnement dans votre pratique au quotidien professionnel? Eh bien, en fait, dans le domaine de l'architecture, ce que je pense, c'est que, particulièrement dans l'architecture, il faut faire attention, on va dire, quand on parle de développement durable. Alors, bien sûr, c'est une notion qui est louable, qui peut paraître, en tout cas sur le papier, on va dire, très intéressante. Qui fait partie en plus de vos cahiers des charges désormais. Exactement, hein. Ouais. exactement. C'est de plus en plus demandé, notamment dans les marchés publics, d'avoir des bâtiments, on va dire, éco-responsables, mais il faut faire attention à ce que ça représente, on va dire. En tout cas, il y a un danger de vite se retrouver dans une espèce de débauche. Pourtant, éco-responsable, ça paraît bien fantastique. Alors, quels bien sont sûr. justement les problèmes concrètement que cela peut vous poser? Eh bien, par exemple, aujourd'hui, on est soumis à tout un tas de réglementations qui, on va dire, nous obligent à proposer des solutions, par exemple, d'isolation ou de climatisation et de chauffage, qui peuvent être très importantes et très, on va dire, coûteuses, donc ce qui fait augmenter le prix de la construction. Et cela peut être fait au détriment certaines fois d'un certain bon sens constructif et architectural. Je pense exemple notamment à la réflexion sur l'implantation d'un bâtiment par rapport à l'ensoleillement, par rapport au vent dominant sur site. Et d'un autre côté, d'un point de vue plus social, au niveau de la sollicitation des ressources locales et des savoir-faire locaux. Si je vous suis bien, en fait, ces normes, la fameuse réglementation thermique 2012, pourraient s'avérer contre-productives dans le sens qui nous intéresse. Eh bien, ça dépend de là où on met le curseur, en fait. C'est-à-dire qu'il y a tout un tas d'éléments normatifs, mais qui ne sont pas forcément adaptés à notre région, par exemple. Et en fin de compte, aujourd'hui, on peut faire un bâtiment qui réponde à cette norme, mais qui oublie ce dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire les fondamentaux on va dire, du bon sens architectural et constructif. Bon, alors on voit que c'est pas si simple. Et je suis sûr que la notion de bon sens qu'a évoqué Michel de Rocazer doit vous parler à vous, Antoine Viviane. Peut-être que vous pouvez nous dire un mot déjà pour nous préciser ce que c'est que ce fameux projet de ferme agriculturelle dans le Haut-Nez bio que vous portez. Complètement, et je rejoins vraiment ce constat en fait que ce problème de vouloir régler par des normes un peu générales des problèmes qui sont en fait très particuliers participe pour moi de cette confusion en fait, c'est-à-dire que la permaculture, puisque ce concret c'est un laboratoire, Rappelez peut-être la permaculture c'est l'idée non pas d'aller forcément lutter tout simplement contre la nature pour faire pousser quelque chose, mais d'essayer d'accompagner, d'essayer de comprendre ce qui se passe à un endroit donné, de s'adapter et de voir comment la vie s'y développe, parce que c'est quand même la chose la plus forte qu'on connaît, c'est le vivant. Donc on ne va pas arriver dans un champ en tuant tout pour faire pousser quelque chose. On dépense des énergies folles pour faire pousser cette chose-là, pour pas qu'elle devienne malade, etc. La permaculture, pour l'agriculture, ça peut être appliqué à plein de champs de la société différents. C'est cette idée qu'il faut regarder comment les choses vivent. Donc, et si je comprends accompagner bien, ces choses. le réalisateur que vous êtes de film est devenu agriculteur. C'est Oui, ça la bah croissance après, je pense verte. qu'on est peut-être, mais je pense qu'on est voué aujourd'hui à avoir plein de casquettes différentes et c'est très bien. Et moi, je veux m'emparer de cette idée en créant ce projet qui est forcément un projet collectif de toute manière. Donc, Rapidement, avant que j'aille voir le public, ce projet il consiste en quoi? voilà, donc on veut créer L'agriculture, ça j'ai compris. et donc la culture, la création artistique. Pourquoi on mélange les deux aujourd'hui? On crée un laboratoire où on va essayer de donner des conditions, de créer des conditions pour expérimenter nous-mêmes notre liberté, entre guillemets, à créer des modèles, à inventer des modèles, à inventer des formes, à inventer des idées, à inventer un goût de faire des choses ici qui est le plus fort possible. Il se trouve que j'ai la chance d'avoir accès par ma famille à un terrain abandonné, comme il y en a beaucoup partout dans la région Un ici. grand terrain. Un assez grand terrain, il y avait une châtaigneraie, il y avait d'hectares, beaucoup de je crois. choses. Voilà, c'est ça qui est très beau, qui est très puissant, que depuis toujours j'ai envie de partager avec des gens. Alors je trouve que c'est des amis artistes qui font des choses. On a commencé à mettre en scène ce paysage-là. Ce qu'on veut, c'est créer un petit laboratoire qui nous fait réfléchir sur ces choses-là, en invitant des gens de l'extérieur, nous-mêmes en tentant des choses, en produisant. Et du coup, on se fonde sur ce qu'il y a de plus basique, qui est le lien à là où on est, à l'environnement, notre environnement immédiat, à la Terre. Il se trouve qu'en Corse, on a la chance incroyable de faire pouvoir pousser quasiment n'importe quoi. Là, on a un paysage, un territoire qui est extrêmement attractif. Et donc, je me dis, on s'empare de cette chance-là. On va faire pousser un peu de tout. On va créer une petite ferme avec toutes ces idées hyper excitantes de permaculture qui font que la ferme ressemble plus à un laboratoire où on va inventer des choses, on va inventer des goûts
Et le goût donne envie de créer des choses, des idées, participe à un espèce de développement culturel. Et évidemment qu'on veut mélanger ça à la création, puisque retrouver un lien qui nous inspire avec le paysage, c'est être plus libre et c'est pouvoir tout simplement retrouver un lien joyeux avec cet environnement. C'est ce qui nous manque aujourd'hui. Très bien, alors si j'ai bien compris, une création artistique, culturelle, savoureuse grâce à vos produits. Alors tout de suite, je me rends dans le public parce que ça m'intéresserait de savoir un petit peu ce que les uns, les autres, déjà, vous tirez comme enseignement de ce que vous avez pu entendre. On a eu des exemples assez concrets. Et puis surtout, ce que peut-être cette notion de croissance verte en général peut vous inspirer. Je vous ai vu écouter très très attentivement, monsieur. Alors si vous voulez bien vous présenter, puis nous dire un petit peu quel est votre ressenti par rapport à ces exemples et surtout ce que cette croissance verte vous inspire. Bonjour messieurs, je m'appelle Monsieur Pantel, je travaille dans la biodiversité en Corse. Je suis d'accord avec monsieur informatique. Simone, Monsieur Sébastien Simone. Simone. Voilà. Nous sommes dans une période charnière. Effectivement, en revanche, je pense que les catastrophistes ne sont pas forcément ce qu'on croit. J'entends par là... Plusieurs personnes ont déjà réussi à modéliser nos possibles avenirs. Je ne pense pas que ce soit du catastrophisme que de penser que nos sociétés sont d'une fragilité qu'elles n'ont peut-être encore jamais connue. Et ce, pas pour nos enfants, mais pour notre propre génération à nous ici. Et en Corse, notre fragilité se ressent d'autant plus que nous sommes un milieu insulaire. Si demain, les supermarchés ne sont plus approvisionnés, je pense que la situation sera bien différente. Alors rapidement, si je vous suis bien, l'idée de croissance verte qui tend à vouloir maintenir quand même ce développement économique que l'on sait, va pas forcément dans le sens, à mon avis, de ce qui est votre propre conscience de cet avenir. Je pense tout à fait, je le vois moi dans mon métier, la croissance verte, c'est rien d'autre qu'un oxymore et le développement durable n'en est qu'une photocopie. Ça ne pourra pas aboutir à quelque chose de viable pour l'espèce humaine. Ce n'est pas possible, on le sait. Et je pense que plutôt qu'être considéré comme catastrophiste, je me ressens beaucoup plus comme quelqu'un de lucide, presque de manière très objective. Alors vous avez dit quelque chose vraiment de très intéressant sur lequel je veux faire réagir immédiatement Sébastien Simone. Parce que là, on est dans une donnée, pour le coup, plus politique. Et j'aime bien cette idée avancée d'oxymore lorsque l'on parle de croissance verte. Est-ce que vous avez l'impression, vous l'entrepreneur, vous qui avez une vraie conscience écologique, que vous avez démontré à travers vos propres entreprises, vous pensez qu'effectivement, on est aussi face à un système économique libéral qui cherche à survivre dans un monde désormais de contraintes écologiques ? D'abord, avant de répondre à votre question, je voulais juste prendre un pas en arrière. La population mondiale, c'est 7 milliards d'êtres humains. Il y a 1 milliard qui vit à un niveau de développement équivalent, je dirais, à ce qu'on appelle l'Occident, mais c'est aussi une partie de la Chine, une partie de... Et 6 milliards qui vivent avec un impact, en utilisant très peu d'énergie, avec un impact écologique, je dirais, beaucoup plus faible. Ils ne voyagent pas, ils ne prennent pas l'avion. Et on ne peut pas... c'est un peu la bonne conscience occidentale de dire « Non, mais maintenant, on est en train de détruire le monde, donc nous, on va réduire notre impact environnemental. » Mais en fait, c'est pas possible. C'est pas possible parce qu'on peut pas... Ce milliard d'êtres humains ne peut pas dire aux 6 autres milliards, non seulement vous allez rester à l'endroit où vous êtes, mais surtout, vous n'allez pas accéder à ce qu'on a accédé. Et c'est vrai que le bon sens fait dire que on consomme de l'énergie, on la gaspille, mais même si on en gaspillait ne serait-ce qu'un quart, on resterait quand même avec un problème systémique global qui n'est pas soutenable, parce que les 6 autres milliards d'habitants veulent arriver à un niveau de confort supérieur. Moi, quand je vous écoute, j'ai l'impression qu'on est dans une impasse. Non, mais c'est en ça que je pense que la solution ne peut être que technologique. C'est-à-dire que c'est un moment, c'est un changement de paradigme. C'est-à-dire que les voitures à moteur thermique ne vont plus exister parce que il ne peut pas y en avoir plus. On ne peut pas peser plus dans les ressources fossiles. Donc ça sera remplacé par autre chose. Par les voitures électriques. Apparemment, là, il y a une transition qui est très rapide.
Alors après, il y a toujours, c'est sûr, le débat en disant oui, mais est-ce que ça ne crée pas plus d'énergie grise et tout ça. Mais à chaque fois qu'il y a eu une rupture technologique, en fait, la nouvelle technologie qui arrive, au départ, elle paraît avoir des handicaps, puis après, on se rend compte qu'elle dépasse de loin. C'est-à-dire la première voiture à essence, elle était peut-être moins rapide que le type qui avait un pur sang arabe avec une calèche. Mais au final, et pour répondre à votre question sur l'entrepreneur, il peut innover. On le voit par exemple avec Elon Musk qui a fait exploser la voiture électrique. Alors il y avait beaucoup de doutes, ne serait-ce qu'il y a 3-4 ans. Tout à fait. Il y a des gens très, très instruits qui vous expliquer que c'était impossible. Et tous les constructeurs automobiles s'y mettent désormais. L'entrepreneur, il peut avoir des entrepreneurs qui veulent, par exemple, changer le mix énergétique, mais en même temps, ils sont pris dans une structure de coût. Donc c'est au niveau je dis entrepreneur, mais c'est l'agent économique. Ça peut être quelqu'un qui veut installer un toit solaire sur sa maison. Alors qu'est-ce que vous pensez de cet aspect, Antoine Viviane? Parce que quelque part, vous êtes vous aussi un entrepreneur, vous êtes dans ces logiques de coûts, vous êtes quelqu'un qui est obligé aussi de jongler entre, pour monter votre projet, des fonds publics, des fonds privés. Comment en fait on arrive à équilibrer à peu près le fonctionnement d'une structure comme celle que vous nous avez décrite tout à l'heure? Nous, on est dans une démarche commercial certes, puisqu'il y a de la vente et on veut produire des choses, et on veut notamment, on a l'ambition aussi de pouvoir, puisque c'est un laboratoire agricole, on va faire des produits transformés, mais aussi médicinales, pourquoi pas cosmétiques. On se dit pourquoi pas profiter aussi de la mondialisation aujourd'hui, qui n'est pas une mauvaise chose en soi, pour inventer des formes peut-être de frais écologiques qui font qu'on peut emmener les choses à l'autre bout du monde. Enfin, on est dans une démarche d'expérimentation qu'on ne veut pas. Que moi je ne situe pas en dehors du système. Le but, c'est pas de créer une communauté utopique et d'essayer de trouver quelque chose. C'est quoi concrètement votre Mais du coup, expérimentation? Parce que moi, qu'on comprenne bien, au-delà de la théorie. alors qu'on comprenne bien ce qu'on veut tenter, c'est déjà modestement ce qui se passe déjà beaucoup dans plein d'endroits du monde, hein, c'est-à-dire comment produire comment être très productif sur des très petites surfaces, par exemple grâce à la permaculture, et pour vraiment faire exploser la quantité de variétés de légumes, de fruits, de choses auxquelles on a accès, pour créer vraiment une sorte d'abondance. On consomme très très peu de choses, au final, de variétés de choses différentes. On ne se rend pas compte, je pense qu'on a grandi là-dedans, donc on ne se rend pas compte. Mais voilà, d'une part. Et d'autre part, c'est vraiment créer des conditions d'expérimentation plus scientifiques, plus artistiques, en créant des programmes de résidence, c'est ça qu'on va faire, pluridisciplinaires, avec à chaque fois une personne qui se charge d'un champ artistique ou scientifique, et vraiment de manière assez pointue, en créant des relations avec d'autres endroits dans le monde. Il y a le groupe Ouest en Bretagne qui est très fort en Europe sur les questions d'ateliers d'écriture, par exemple, le Torino Film Lab, Sundance, on est en contact avec eux. Il y a d'autres programmes scientifiques. On veut juste créer des conditions pour, ici, dans ce territoire particulier, faire émerger des idées. Voilà, c'est ça. Et après, on verra quelles applications on peut... Et c'est aussi au niveau pédagogique, au niveau... Des réflexions de ce type existent aussi dans le domaine de l'architecture, avec justement des réseaux qui se créent. Est-ce qu'il y a une dynamique? Oui, bien sûr. Mais en fin de compte, c'est vrai que dans l'architecture nationale et mondiale, il y a tout un tas il y a une sorte de prise de conscience au niveau de tous ces enjeux écologiques, mais je trouve aussi qu'il y a, on va dire, même presque une contradiction en fait avec toutes ces dynamiques de développement durable, etc. et la réalité des choses qui fait qu'au niveau des coûts des matériaux de construction, par exemple, c'est très difficile en fin de compte avec la réalité économique actuelle, c'est-à-dire avec des matériaux qui viennent de l'autre bout de la planète et qui sont vendus ici moins cher que des matériaux locaux, en fin de compte, d'avoir une réelle attitude éco-responsable à la hauteur des enjeux. D'accord. Et je pense notamment, par exemple, à un matériau qui est très local, mais qui est finalement très peu utilisé dans l'architecture en Corse et ailleurs. C'est par exemple le béton, qui est le matériau éco-responsable par essence, on va dire, qui est un matériau qui est local, qui est recyclable à 100%, qui est, on va dire... quel est le problème ? Eh bien, en fin de compte, on a des matériaux qui viennent d'ailleurs, donc qui ont une empreinte carbone très importante. Alors comme on aime beaucoup les exemples Le bois, concrets, bien sûr, c'est la même...
Je vais vous proposer d'entendre en fait, l'extrait d'une petite conversation que j'ai eu l'occasion d'avoir en amont de l'émission avec Serge Auru. Serge Auru, vous le connaissez sans doute, hein, c'est le créateur du festival du vent que l'on a connu, l'ancien directeur général de WWF France, et désormais, il est aux côtés d'Anne Hidalgo, il est conseiller environnement. Et écoutez, il nous fait une petite proposition. Nous avons lancé un appel pour la consigne des bouteilles plastiques en Corse. Il serait aisé que dans tous les commerces, on puisse se ramener ces bouteilles en plastique, en PET, pour toucher un bon d'achat. Ainsi, il n'y aurait plus une bouteille errante ou flottante. On pourrait mettre sa bouteille plastique dans les bacs jaunes, mais aussi on pourrait les ramener dans les grandes surfaces et dans les magasins pour que cette consigne se permette un plus grand retour des bouteilles en plastique qui sont un véritable fléau. On n'est pas venu sur la planète pour plastifier nos océans et je crois qu'on pourrait collecter davantage de matière plastique. Et cette matière plastique, ce PET, pourrait servir, si on le transforme en paillettes ici en Corse, à nos minéraliers qui pourront ainsi réutiliser cette matière première. C'est ça l'économie circulaire. Donc oui, à la consigne des bouteilles plastiques en Corse, et j'espère que cela aussi se propagera sur le continent. Alors, ça doit vous rappeler quelque chose, hein, parce que vous vous rappelez que Serge Auru avait lancé toute cette campagne Halte au sac plastique. Ça avait très très bien marché en Corse, début des années 2000. Ça s'est même étendu sur le continent, avec donc la fin de ces sacs plastiques à usage unique. Qu'est-ce que vous pensez de cette proposition, que je trouve assez intéressante, enfin en tout cas, qui mérite qu'on reparle du destin de tous ces objets plastiques qui nous entourent? Moi, je pense que toutes les initiatives de ce type qui vraiment développent ce qu'on appelle l'économie circulaire, donc vraiment de recycler le plus possible ce que l'on consomme, sont hyper bonnes à prendre et à développer. Je sais qu'il y a des pays en Scandinavie, je crois, qui notamment ont développé des taxes pour les sociétés qui fabriquent, par exemple, des bouteilles en plastique. Plus ils vont recycler eux-mêmes les bouteilles en plastique, moins la taxe sera grande. Donc pour inciter, là aussi, les entreprises à avoir Très bien. ce Sébastien geste-là. Simoni, vous qui êtes un grand recycleur, je crois le savoir, en tout cas dans vos équipes. Moi, je pense que c'est une bonne idée parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'on socialise le problème. C'est-à-dire qu'on vous vend des bouteilles en plastique, mais après, c'est l'impôt qui sert ensuite à organiser un système de collecte, de tri, et c'est tout le monde qui paye. Et ce serait, il me semble, plus logique que ce soit la personne qui les distribue qui en pèse, qui organise ce recyclage. Ce serait peut-être plus efficace. Donc je pense que Ce que je trouve assez intéressant aussi dans cette proposition, c'est qu'il induit l'idée de la création d'emplois verts. C'est quelque chose dont on entend beaucoup parler, lié à la croissance verte. Juste un chiffre, hein, l'ADEME nous promet entre 280 000 et 400 000 emplois liés, c'est énorme, hein, liés à la croissance verte. Cette idée d'emploi vert, ça vous parle? Ouais, moi je pense que c'est, comme le disait Antoine, on va dire chaque initiative de ce type-là est bonne à prendre, on va dire, dans le contexte dans lequel on se trouve aujourd'hui. Et a fortiori, ça peut créer des emplois. Mais je pense qu'il faut encore plus généraliser ça et pas uniquement bouteilles en plastique. C'est vrai que c'est un fléau pour la planète, mais excusez-moi de revenir encore une fois au bâtiment. Je veux dire, d'un côté, on a cette prise de conscience et cette dynamique concernant les bouteilles en plastique. Et d'un autre côté, dans le bâtiment, on encourage de plus en plus l'utilisation de matériaux PVC, en fait. Vous voyez, donc à un moment donné, si on arrive à améliorer les choses d'un côté, il faut que, je pense que ce soit assez global. Et alors, il y a aussi des petits gestes du quotidien, parce que j'ai noté que, par exemple, Campusplex, comme d'autres entreprises en Corse, a participé au World Cleanup Day du 15 septembre. Ça, c'est des petites initiatives ponctuelles. Vous pouvez nous en dire un mot, Sébastien Simon? On a une population à l'intérieur du Campusplex qui est assez jeune. Je crois que la moyenne âge elle doit être 28 ans. Et en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que dans cette Il y a des gens qui aiment la marche à pied, qui aiment le vélo électrique. Je sais parce que je ne suis pas très loin du Campusplex, je le vois passer. Et en fait, c'est vrai que cette génération, elle est très sensible à cela. Ça fait partie de ses valeurs, quoi. Et donc, c'est un peu naturellement qu'à chaque fois que on a possibilité de faire quelque chose concrètement au quotidien, qu'on essaie de mettre en place des choses. Mais ça se fait naturellement. Très rapidement, Antoine Viviane, les politiques, je parlais des politiques locaux, ils vous soutiennent dans ce projet? Tout à fait, oui. Je pense que là, on est très content de ça. Je pense qu'on partage cette vision de trouver une autre manière de produire en Corse qui est peut-être plus adaptée à son contexte et qui
à ces richesses agricoles, etc., qui ne dépendent pas du tourisme. Donc il y a un petit message au passage, en fait. Il n'y a pas que de l'affichage par rapport à l'environnement d'un point de vue politique. Il peut aussi y avoir des aides et des soutiens très concrets. Complètement, même si je pense que ce serait bien que les élus aussi soient de manière générale plus sensibles à ces questions-là et que on parlait des emplois verts, que ce ne soit pas limité à un champ peut-être professionnel ou de la société, mais on se rende compte qu'en fait on vit dans une époque maintenant qu'on appelle l'anthropocène, etc., dans lequel l'écologie n'est pas juste un champ de la politique, etc., mais est devenu le champ de la politique en fait. Et que donc il faut des gestes quotidiens, il faut une manière de voir ces choses-là qui est globale. Écoutez, c'est sur cette très belle perspective, ces très belles propositions qu'on va déjà se quitter. Il y aura encore tellement de choses à dire. Nous allons nous retrouver évidemment dimanche prochain, 18h30 sur France 3 Corse via Stella. Je vais poursuivre la discussion parce que c'est tellement passionnant avec mes invités. Mais surtout, pour votre part, poursuivez le débat, ça vaut le coup. Bientôt.